Avez-vous déjà pensé qu'un simple geste, aperçu sur une vieille photographie, pourrait changer le destin de deux familles pendant plus de 20 ans? En 1947, dans un petit village du Val-de-Loire, un garçon de ferme de 17 ans et une jeune femme de 18 ans posent pour un portrait banal. Mais ce jour-là, un détail presque invisible déclenche un scandale qui va briser des vies, séparer des cœurs et laisser une trace que personne n'aurait pu imaginer. Car des décennies plus tard, un héritier retrouve cette même photo dans une cuisine transformée en bureau, et ce qu'il découvre bouleverse toute l'histoire de la région. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de réalités sociales de l'époque, une histoire où un simple contact de 3 secondes finit par résonner pendant près d'un siècle. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à partager des récits dramatisés qui explorent notre passé, nos émotions et les leçons humaines que ces histoires portent encore aujourd'hui. Cette photographie en noir et blanc, aux bords jaunis par le temps, cache un secret que deux familles ont porté pendant plus de 20 ans. Une main qui tient une autre main. Un geste si simple qu'il a failli détruire 2 vies et chasser une famille entière de la terre qu'elle cultivait depuis 3 générations. Regardez bien cette image prise en 1947, dans une petite commune du Val-de-Loire. Au centre, un jeune homme de 17 ans en vêtements de paysan, chemise de coton retroussée, bretelles tenant un pantalon usé, bottes couvertes de terre. À ses côtés, une jeune femme de 18 ans en robe de lin clair, les cheveux tirés en chignon simple, un collier discret au cou. Le contraste entre le lin fin de sa robe et le coton rêche de sa chemise raconte déjà tout un monde. Mais ce qui rend cette photographie dangereuse, ce qui a déclenché un scandale dans toute la région, c'est ce détail presque invisible, caché dans l'ombre de leur corps, leurs doigts entrelacés. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi cette jeune femme sourit sur la photo, alors qu'elle sait qu'en quelques heures, sa vie ne sera plus jamais la même. Les archives municipales de Tours conservent encore aujourd'hui les registres de métaillage qui documentent l'histoire de ces deux familles. Celle du jeune homme, les Arnaud, cultivait les terres d'une propriété seigneuriale depuis les années 1870. Celle de la jeune femme, les Beaumont, possédait ces terres et une usine textile à Tours. Dans la France rurale de l'après-guerre, les noms de famille portaient le poids de 3 siècles d'histoire. Arnaud signifiait ceux qui creusent la terre. De Beaumont, ceux qui fixent le prix du blé et des tissus. Mais dans le regard de la jeune femme sur cette photo, on devine quelque chose d'étrange. Ce n'est pas le sourire insouciant d'une fille de propriétaire posant pour un portrait de famille. C'est le sourire de quelqu'un qui sait qu'elle vient de franchir une ligne invisible et que les conséquences vont être terribles. Depuis l'enfance, Claire de Beaumont et Julien Arnaud se croisaient dans les mêmes espaces, mais dans des rôles complètement différents. Elle descendait parfois à la ferme avec un livre sous le bras, accompagnant sa mère pour voir les poules. Lui apparaissait en sueur, portant un seau d'eau, une botte de foin, un sac de farine. Les registres paroissiaux montrent que les deux familles vivaient à moins de 300 mètres l'une de l'autre, séparées non par la distance, mais par un abîme social que personne n'osait franchir. Les rencontres fortuites se transformèrent avec les années en conversations rapides près du puits, dans le potager, à côté de l'étable. Claire ne supportait pas l'idée d'être simplement la fille du propriétaire. Elle observait Julien parler du temps, de la terre, de comment la guerre avait emporté des garçons du village qui n'étaient jamais revenus. Les documents de mobilisation conservés aux archives départementales confirment que plus de 40% des jeunes hommes de la commune ne sont pas rentrés du front. Claire comprenait que le monde réel était bien plus dans les mains calleuses de Julien que dans les salons de thé de sa maison. Julien, lui, restait partagé entre l'admiration et la lucidité. Il savait qu'il n'y avait pas de place pour lui à la table de l'étage supérieur. Ce jour de juillet 1947, la commune organise la première fête des moissons depuis la fin de la guerre. Le système de rationnement venait tout juste de prendre fin, et les familles rurales célébraient enfin une récolte complète sans réquisition. Il y a de la musique d'accordéon,
du vin servi dans des cruches en terre cuite, des tables improvisées dans la cour des Beaumont, qui tiennent à montrer leur générosité envers les travailleurs. Un photographe ambulant monte un fond neutre près de l'entrée principale et propose des portraits pour 5 francs la pose. Les statistiques de l'époque montrent que ces photographes itinérants constituaient le seul moyen pour les familles paysannes de conserver une trace visuelle de leur existence. Les familles paysannes se font photographier en groupe avec un mélange de honte et de fierté. Quand presque tous sont posés, Claire descend les escaliers avec cette robe de lin que son père a fait venir de Tours. Le tissu fin, la coupe simple, tout est symbole de statut. Elle voit Julien en train d'aider à déplacer un tonneau et, dans un élan qui porte des années de silence, demande au photographe de les enregistrer ensemble, comme remerciement pour le travail de Julien sur la propriété. Son père, Henri de Beaumont, distrait en pleine conversation avec le maire, fait un signe de loin sans vraiment comprendre. Louis Arnaud, le père de Julien, intimidé, tente de refuser, mais le photographe rit et dit que ce n'est qu'un portrait de gens de la même maison. La brèche est ouverte. Au moment où le photographe ajuste son trépied, Claire s'approche de Julien et murmure une phrase qui va changer leur vie. « Si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. » Ne comprend pas complètement, mais sans le poids de ses mots. Quand le photographe compte 1, 2, 3, elle tend la main. Julien hésite une demi-seconde. Il sait que ce geste est interdit, mais il la prend. C'est un geste minuscule, mais historiquement immense dans ce microcosme. Un fils de métayer tenant la main de la fille du patron, sous les yeux de tout le village, même si personne ne veut l'admettre. Le déclic fige cet acte de transgression. Le lendemain matin, les épreuves des photographies sont accrochées dans la vitrine de la petite épicerie du village. Les enfants s'amusent à essayer de se reconnaître. Les adultes rient de leur propre pose. Jusqu'à ce que quelqu'un remarque un détail qui va mettre le feu aux poudres. Regardez, le fils Arnaud qui tient la main de mademoiselle de Beaumont. La phrase court comme un incendie dans de la paille sèche. En quelques heures, la nouvelle arrive à la grande maison. Henri de Beaumont fait appeler le photographe, achète la copie originale pour 3 fois son prix, exige que la photo soit retirée de la vitrine. Il n'a besoin ni de documents, ni de lettres. L'image, à elle seule, constitue le scandale. Dans le salon, devant la cheminée éteinte, il confronte sa fille avec une rage froide qui fait trembler les murs. « Vous vous rendez compte de ce que cela fait à notre nom? Après tout ce que nous avons traversé pendant la guerre, vous voulez qu'on dise que la fille de Beaumont se promène main dans la main avec un métayer ?» Claire tente d'argumenter. Julien est honnête, travailleur. Il a toujours été là. La guerre a montré que les titres ne valent pas tant que ça. Son père ne veut pas de conversation. Il interdit tout contact entre eux. Il prévient que s'il les voit encore ensemble, il expulsera la famille Arnaud de la propriété sans droit à la récolte ni à indemnisation. Les contrats de métayage de l'époque, conservés au cadastre municipal, montrent que les propriétaires possédaient ce pouvoir absolu. Une simple accusation de manquement suffisait à chasser une famille qui vivait sur ces terres depuis des générations. Louise Arnaud reçoit le message comme une sentence de mort. Il ne crie pas contre son fils, mais ses mots sont durs comme la pierre. « Tu peux aimer qui tu veux, mais nous mangeons de cette terre. Et cette terre ne nous appartient pas. » Julien sent l'humiliation entrer comme une écharde de bois sous la peau. Il ne déteste pas son père. Il déteste le système qui place la faim d'un côté et l'amour de l'autre, comme s'ils étaient des choix équivalents. Quelques jours plus tard, Claire est envoyée dans un pensionnat à Angers, sous prétexte de perfectionner son éducation. Les registres de 3 internats catholiques de la ville, le Bon Pasteur, le Sacré-Cœur et Notre-Dame, montrent que cette pratique était courante dans les familles bourgeoises pour discipliner les filles rebelles. La vraie fonction est de l'éloigner de la ferme et de briser sa volonté. Avant de partir, elle réussit une dernière rencontre avec Julien au bord du champ, loin de la vue de la maison. Ils n'ont pas de lettres secrètes, pas de plan fantaisiste de fuite vers Paris. Le dialogue est sec, parce que la réalité est sèche. « Je reviendrai », promet-elle. « J'attendrai », dit-il. Tous les deux savent que cette promesse est aussi fragile que le lin qu'elle porte. Mais dans ce moment,
Sous le ciel de juillet qui commence à s'assombrir, ils décident de croire en quelque chose que le monde leur refuse. La possibilité que l'amour puisse exister au-delà des barrières de classe. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette photographie va survivre 26 ans dans l'ombre, attendant le moment où elle pourra enfin raconter sa véritable histoire. Les années qui suivent cette photographie sont marquées par un silence pesant, plus destructeur que n'importe quelle confrontation violente. Dans le pensionnat d'Angers, où Claire passe les 2 années suivantes, les lettres qu'elle envoie à son père reviennent sans réponse. Les registres de l'internat Notre-Dame la mentionnent comme pensionnaire interne de septembre 1947 à juin 1949, avec une note administrative qui précise « Discipline stricte recommandée par la famille ». Elle comprend le message. « Tu n'existes pas pour nous tant que tu n'as pas appris à te comporter comme il faut ». Claire partage sa chambre avec d'autres jeunes filles venues de familles bourgeoises de la région. Certaines sont là pour les mêmes raisons qu'elle. Avoir osé défier l'ordre établi. Une jeune femme de Nantes a été envoyée là pour avoir refusé un mariage arrangé avec un notaire de 50 ans. Une autre, originaire du Mans, pour avoir été vue en train de danser avec le fils d'un ouvrier lors d'une fête populaire. Les religieuses qui dirigent l'établissement enseignent que Dieu a établi des différences entre les hommes et que respecter ces différences constitue la base d'une société harmonieuse. Claire ne retourne pas à la messe pendant des années après sa sortie, non par manque de foi, mais parce qu'elle ne peut pas supporter l'idée que Dieu voudrait séparer 2 personnes pour des raisons de lignage. À la ferme, le silence est encore plus lourd. La famille Arnaud dîne sans un mot pendant des semaines. Louis n'a pas besoin de crier. Le poids du non-dit écrase Julien bien plus qu'aucun reproche. Sa mère Marie, qui n'a jamais dit un mot pendant toute cette histoire, pose simplement les assiettes sur la table, avec des gestes mécaniques. Les documents de la coopérative agricole locale montrent que l'automne 1947 et le printemps 1948 apportent 2 récoltes catastrophiques consécutives. Le gel tardif de mars, suivi par une sécheresse en juillet, détruit une grande partie de la production de blé dans toute la région du Loir. Les Arnaud doivent emprunter à la coopérative pour acheter les semences de l'année suivante. C'est une spirale bien connue dans le monde rural. Une mauvaise récolte entraîne une dette, qui rend la famille vulnérable à n'importe quelle décision du propriétaire. Henri de Beaumont, qui n'a jamais pardonné l'affront de la photographie, utilise cette dette comme prétexte légal. En septembre 1949, il notifie aux Arnaud que leur contrat de métayage ne sera pas renouvelé. Motif officiel, incapacité à honorer les obligations financières. Le cadastre municipal de Tours conserve la trace de cette rupture de contrat. La famille qui cultive ses terres depuis les années 1870 doit partir en moins de 3 mois. Julien a maintenant 19 ans. Il regarde son père rassembler leurs maigres possessions dans une charrette empruntée. Louis Arnaud ne pleure pas, mais son visage porte l'expression d'un homme qui vient de perdre bien plus qu'une terre. Il perd une identité. Pendant les dernières années de sa vie, bien des années plus tard, il confiera à voix basse à son fils « J'avais peur, pas de la pauvreté, mais de vous voir mourir de faim à cause d'un amour impossible. » La famille part s'installer dans une autre commune, à 30 km de là, où Louis trouve du travail comme ouvrier agricole journalier. Ce n'est plus le métayage. Avec son illusion de partenariat, c'est le salariat pur payé à la journée, sans terre ni maison stable. Julien travaille à ses côtés dans les champs des autres, mais quelque chose en lui refuse de capituler. Chaque soir, il met de côté quelques francs. Chaque dimanche, il se rend à la bibliothèque municipale de la ville voisine et lit des manuels d'agronomie, des guides de gestion agricole, des articles sur les nouvelles méthodes de culture. Les registres de cette bibliothèque montrent qu'un certain Julien Arnaud emprunte régulièrement des ouvrages techniques entre 1950 et 1953. Le bibliothécaire note dans son registre « Jeune homme sérieux, toujours ponctuel dans les retours ». En 1951, Julien prend une décision qui surprend toute sa famille. Il quitte la campagne pour aller travailler comme ouvrier dans une usine de tracteurs à Tours. Le travail est mécanique, répétitif, éloigné de la terre qu'il aime. Mais le salaire est régulier et surtout, il y a des cours du soir proposés par l'usine pour former des contremaîtres.
Les archives de cette usine, fermée dans les années 1980, montrent que plusieurs ouvriers d'origine rurale ont suivi ce parcours, travaillé le jour, étudié le soir, économisé chaque franc pour un jour retourner à la terre, mais cette fois en tant que propriétaire, et non plus comme métayer. Pendant ces 3 années à l'usine, Julien change. Il devient plus dur, plus fermé. Ses collègues racontent qu'il ne parle presque jamais de son passé. Quand quelqu'un mentionne les femmes, l'amour, le mariage, il répond par un sourire ironique et change de sujet. Une fois, dans un moment de colère contre un jeune apprenti qui se plaint de la fatigue, il crie « Si tu ne sers même pas à ça, retourne à l'école ». C'est la hiérarchie qu'il a subie, reproduite sur quelqu'un de plus faible. Il s'en veut pendant des jours. Pendant ce temps, Claire revient de son pensionnat en 1949. Elle a 20 ans. Physiquement, elle n'a presque pas changé. Émotionnellement, elle est devenue quelqu'un d'autre. Elle découvre que les Arnaud ne sont plus métayers des Beaumont. Ils sont partis. Le champ où elle et Julien avaient l'habitude de se retrouver est maintenant planté d'une autre culture. Les visages dans les environs sont en grande partie nouveaux. Elle demande à son père où ils sont allés. Henri de Beaumont répond sans lever les yeux de son journal « Cela ne te concerne plus ». Claire comprend qu'elle ne pourra jamais savoir. Et quelque chose en elle refuse de se plier au scénario que son père a écrit pour elle. Les années 1950 voient défiler 3 propositions de mariage. Un avocat de Tours, fils d'un associé de son père. Un médecin d'Orléans, veuf avec 2 enfants. Un ingénieur de Paris, ami d'un cousin éloigné. À chaque fois, Claire trouve des raisons acceptables pour refuser. Je ne le connais pas assez. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Je ne suis pas prête. Les registres paroissiaux ne mentionnent aucun mariage pour Claire de Beaumont. Les commérages du village, que l'on peut encore entendre dans les mémoires orales recueillies par les historiens locaux, parlent d'elle comme de la fille qui va rester seule. Quel gaspillage. Sa mère tombe malade en 1956. Un cancer qui la consume lentement pendant 2 ans. Sur son lit de mort en 1958, elle prend la main de Claire et murmure avec difficulté « J'ai compris. Mais je n'ai pas eu ton courage. » Dans le tiroir de sa commode, enveloppée dans un mouchoir de lin, Claire trouve la photographie de 1947. Sa mère l'a gardée tout ce temps, en secret, sans jamais la montrer à personne. C'était sa façon silencieuse d'admettre qu'il y avait quelque chose de beau dans ce geste, même si le monde ne le permettait pas. Claire garde la photo. Elle ne la montre à personne non plus. Mais contrairement à sa mère, elle décide qu'elle ne vivra pas une vie entière de regrets silencieux. En 1958, elle trouve un emploi dans une petite librairie du centre de Tours. Ce n'est pas le genre de travail que les filles de Beaumont sont censées faire. Mais Claire découvre un plaisir authentique à recommander des livres, à guider les jeunes lecteurs, à discuter littérature avec des clients qui ne se soucient pas de son nom de famille. Une cliente âgée lui dit un jour « Mademoiselle, vous avez un don pour ça ». C'est la première fois depuis des années que quelqu'un la reconnaît pour ce qu'elle fait, et non pour qui elle est censée être. En 1954, Julien réalise enfin son rêve. Avec l'argent économisé pendant 3 ans à l'usine, complété par un crédit agricole accordé par la nouvelle banque coopérative, il achète 2 hectares de terre. Ce n'est presque rien comparé aux 60 hectares que sa famille cultivait autrefois pour les Beaumont. Mais ces 2 hectares sont à lui. Les documents du cadastre enregistrent ce jour-là. Arnaud Julien, propriétaire exploitant agricole. Il plante du blé. Et quand vient la première récolte, en juillet 1955, il se retrouve seul au milieu de son champ, les épis dorés ondulant sous le vent, et il pleure. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais de quelque chose de plus profond. La certitude qu'il a reconquis une dignité qu'on avait tenté de lui arracher. Les archives de la coopérative agricole qu'il contribue à fonder en 1954 montrent que son nom apparaît parmi les membres fondateurs. Julien devient peu à peu une figure respectée parmi les petits agriculteurs de la région. Il aide les autres à négocier des prix, à s'organiser, à résister à la pression des grands propriétaires. Mais il ne retourne jamais dans la commune où il a grandi, par fierté et par douleur. Il ne cherche pas à savoir ce qu'est devenu Claire. Il se construit une vie sans elle,
parce que c'est la seule option qui lui reste. Les années 1960 passent. Claire et Julien vivent leur vie parallèle, à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre, sans jamais se croiser. Lui, dans sa ferme qui grandit lentement. Elle, dans sa librairie où elle aide discrètement les jeunes qui veulent étudier mais n'ont pas les moyens. Tous les deux portent le poids de cette photographie de 1947, chacun croyant que l'autre a oublié, alors qu'en réalité, aucun des deux n'a oublié un seul instant. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette photo, conservée dans deux endroits différents, attend le moment où elle pourra enfin réunir ce qui a été séparé. Pas de la manière romantique qu'ils auraient pu imaginer à 17 et 18 ans, mais d'une manière plus profonde, plus durable. L'année 1970 marque un tournant dans la France rurale. Les petites exploitations familiales disparaissent les unes après les autres, rachetées par des consortiums agricoles ou abandonnées par des enfants qui préfèrent la ville. Mais quelques-uns résistent. Julien Arnaud, maintenant âgé de 40 ans, fait partie de ces résistants. Sa propriété s'est agrandie progressivement jusqu'à atteindre 15 hectares. Ce n'est toujours pas comparable aux grandes exploitations, mais c'est suffisant pour vivre dignement et pour employer 2 ouvriers à temps plein. Les registres de la Chambre d'agriculture montrent que l'exploitation Arnaud est devenue une référence locale en matière de techniques modernes. Julien a investi dans un tracteur d'occasion, installé un système d'irrigation, diversifié ses cultures. Les jeunes agriculteurs viennent lui demander conseil. Le fils du métayer, celui qu'on avait chassé avec sa famille, est devenu celui que l'on respecte. Mais il y a un prix à cette réussite. Julien n'a jamais voulu se marier. Quand on lui pose la question, il répond avec un sourire qui ne monte pas jusqu'à ses yeux. « Je suis marié avec ma terre. Les femmes du village ont renoncé à le présenter à leur fille ou à leur nièce. On dit de lui qu'il est quelqu'un de bien, mais difficile à approcher, comme si une partie de lui était restée fermée depuis longtemps. En réalité, Julien porte toujours la blessure de 1947. Il ne parle jamais de Claire, n'évoque jamais cette photographie. Mais parfois, en juillet, quand vient le temps de la moisson, et que l'air sent exactement comme ce jour-là, il s'arrête au milieu du champ et fixe l'horizon pendant de longues minutes. Ses ouvriers ont appris à ne pas le déranger dans ces moments. À Tours, Claire vit une existence parallèle marquée par les mêmes silences. À 41 ans, elle est devenue la gérante de la librairie où elle travaillait comme simple employée. Le propriétaire, un vieil homme sans enfant, lui a laissé progressivement prendre les rênes avant de lui céder l'affaire pour une somme symbolique. Les registres de commerce de la ville montrent ce transfert de propriété en 1968. Claire a transformé la librairie en un lieu différent. Elle organise des rencontres avec des auteurs, propose des livres à crédit pour les étudiants qui n'ont pas les moyens, crée un petit fonds de prêt pour aider les jeunes à acheter leurs manuels scolaires. Les gens du quartier la connaissent comme quelqu'un de généreux, mais aussi de distant. Elle est aimable avec tout le monde, mais ne laisse personne s'approcher vraiment. Personne ne sait qu'au fond du tiroir de son bureau, enveloppé dans le même mouchoir de lin que sa mère utilisait, se trouve une photographie de 1947 qu'elle regarde parfois les soirs, où la solitude pèse plus lourd que d'habitude. Son père Henri de Beaumont est décédé en 1965, à l'âge de 73 ans. Les registres de décès mentionnent une mort naturelle, insuffisance cardiaque. Pendant ces derniers mois, devenu vieux et fatigué, il avait regardé sa fille célibataire avec quelque chose qui ressemblait à du regret. Un soir, il avait murmuré « J'ai peut-être été trop sévère », mais c'était une autre époque. Claire n'avait rien répondu. Certaines blessures ne se referment pas avec des excuses tardives. En héritant de la propriété familiale et des terres, Claire se retrouve face à un dilemme. Elle ne veut pas vivre dans cette grande maison où elle a été prisonnière. Mais elle ne veut pas non plus vendre à des promoteurs immobiliers qui transformeraient tout en lotissement. Elle décide de louer les terres à des agriculteurs locaux, en passant par une agence immobilière rurale qui gère tout à distance. Elle ne veut pas s'impliquer, ne veut pas retourner là-bas où chaque pierre lui rappelle ce qu'elle a perdu. Pendant ce temps, la coopérative agricole que Julien a contribué à créer prospère.
Dans les années 1960, elle négocie des contrats favorables pour l'achat collectif de semences et de matériel. Les petits exploitants peuvent enfin rivaliser avec les grandes propriétés. C'est une petite révolution silencieuse qui transforme les rapports de force dans le monde rural. Mais Julien commence à sentir le poids des années et du travail. En 1969, à 39 ans, il fait une chute dans l'étable. Rien de grave, mais suffisant pour lui rappeler qu'il ne peut pas continuer seul indéfiniment. Son père Louis, maintenant âgé de 68 ans, vit avec lui dans la ferme. Marie, sa mère, est décédée en 1962. Louis passe ses journées assis sur un banc devant la maison, regardant le paysage. Un jour de printemps 1970, Louis appelle son fils et lui dit quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire. « J'ai eu tort. En 1947, j'aurais dû me battre. Pas pour que vous restiez ensemble parce que c'était impossible, mais pour que vous n'ayez pas à porter la honte. La honte aurait dû être pour eux, pas pour nous. » Julien s'assoit à côté de son père sans rien dire pendant un long moment. Puis il répond simplement « Papa, nous avons survécu. C'est déjà beaucoup. » Louis meurt quelques mois plus tard, en novembre 1970. Paisiblement dans son sommeil, les registres de décès mentionnent mort naturelle, vieillesse. Julien l'enterre dans le petit cimetière de la commune où ils habitent maintenant, pas dans celui de leur village d'origine. C'est un choix conscient, ne pas retourner là où ils ont été humiliés. Parmi les affaires de son père, Julien trouve une petite boîte en fer. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouve une copie de la photographie de 1947. Il ignorait que son père l'avait gardée. Au dos, de l'écriture de Louis. Pour que mon petit-fils sache un jour que son grand-père a eu raison d'aimer, même si le monde ne l'a pas permis. Julien réalise que son père a toujours su, toujours compris. La dureté de ses paroles en 1947 n'était pas du mépris mais de la peur de voir sa famille mourir de faim. Dans la France rurale de l'époque, ce n'était pas une peur abstraite, c'était une possibilité réelle. Cette découverte change quelque chose en Julien. Il décide qu'il est temps d'arrêter de fuir. Pas pour retrouver Claire, parce qu'il sait que 23 ans, c'est trop long. Mais pour arrêter de porter la honte. Il commence à parler de cette histoire à quelques amis proches. Il raconte la photographie, l'expulsion, la lutte pour survivre. Il ne présente pas cela comme une tragédie romantique, mais comme une injustice sociale qu'il a fallu dépasser. Les gens écoutent avec respect. Certains disent « Mon grand-père racontait des histoires similaires. Le système de métaillage était cruel. » D'autres ajoutent « Les choses changent. Ma fille a épousé un ouvrier et personne ne dit plus rien aujourd'hui. » Julien sent qu'il fait partie de quelque chose de plus grand qu'une histoire personnelle. Il fait partie d'une génération qui a combattu pour que les différences de classe ne soient plus des barrières infranchissables. En 1972, la santé de Julien commence à décliner. Des douleurs à la poitrine que les médecins diagnostiquent comme une angine de poitrine. Les documents médicaux conservés à l'hôpital régional montrent plusieurs hospitalisations entre 1972 et 1973. Julien sait qu'il ne vivra probablement pas très vieux. Le travail dur depuis l'enfance, le stress des années de combat, tout cela laisse des traces. Il prend une décision importante. Il fait de son neveu Pierre, le fils de son frère cadet, son héritier principal. Pierre a 37 ans. Il est intelligent, engagé, et il comprend que la terre n'est pas simplement un bien à exploiter, mais une responsabilité sociale. Julien lui transmet non seulement sa propriété, mais aussi son histoire. Il lui donne la photographie de 1947 et lui dit « Garde-la. Un jour, elle servira à quelque chose. » Pierre ne comprend pas vraiment, mais il promet de la conserver. Il la place dans un petit cadre et l'accroche dans sa cuisine, comme un témoignage de l'histoire familiale. En mars 1973, Julien fait une crise cardiaque sévère. Il est transporté à l'hôpital de Tours. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais son cœur est trop fatigué. Il reste conscient pendant quelques jours, puis sombre dans un semi-coma. Pierre reste à son chevet. Dans un moment de lucidité, Julien murmure quelque chose que Pierre note soigneusement. « Si elle demande un jour, dis-lui que je n'ai jamais regretté. Même pas un instant. »
Pierre ne sait pas de qui il parle, mais il promet de se souvenir. Julien Arnaud meurt le 28 mars 1973, à l'âge de 43 ans. Les causes officielles sont infarctus du myocarde, complications cardiaques. Mais ceux qui le connaissaient savent qu'il est mort aussi d'avoir porté trop longtemps un poids que personne ne devrait avoir à porter. À Tours, Claire ne sait rien de cette mort. Elle continue sa vie à la librairie, conseillant des clients, organisant des événements culturels, vivant une existence qui semble pleine mais qui reste étrangement vide. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en quelques mois, un coup de téléphone d'une agence immobilière va la ramener vers le lieu qu'elle a fui pendant 26 ans, et que dans la cuisine d'une ferme qu'elle ne connaît pas, une photographie l'attend, comme un message envoyé à travers le temps. Septembre 1973. 6 mois après la mort de Julien, Claire de Beaumont reçoit un appel téléphonique de l'agence immobilière qui gère ses terres. Un des fermiers souhaite renégocier son contrat de location. Normalement, Claire laisse l'agence s'occuper de tout. Mais cette fois, quelque chose la pousse à y aller elle-même. Peut-être la curiosité. Peut-être le sentiment diffus qu'il est temps d'affronter ce qu'elle a fui pendant 26 ans. Le trajet en voiture depuis Tours dure 1 heure. Claire n'est pas revenue dans cette région depuis 1949. Elle reconnaît certains paysages, mais tout a changé. Les petits chemins de terre sont devenus des routes goudronnées. Des panneaux publicitaires annoncent des tracteurs modernes. La France rurale n'est plus celle de son enfance. Quand elle arrive devant l'ancienne propriété familiale, son cœur se serre. La grande maison de pierre est toujours là, mais elle a été transformée. Les murs sont propres, les volets repeints, le jardin bien entretenu. Ce n'est plus la demeure semi-décadente de 1947. Mais ce n'est plus non plus une maison seigneuriale. C'est devenu quelque chose entre les deux. Un bâtiment fonctionnel, utilisé maintenant comme bureau de la coopérative agricole locale. Claire gare sa voiture et reste assise un moment, les mains sur le volant. Elle revoit le patio où avait eu lieu la fête des moissons. L'endroit exact où le photographe avait installé son trépied. Le seuil qu'elle avait franchi ce jour de juillet 1947, en robe de lin, pour demander qu'on la photographie avec Julien. Elle respire profondément et sort de la voiture. La porte d'entrée s'ouvre et un homme apparaît. La quarantaine, visage ouvert, mains larges de travailleur manuel, regard curieux mais bienveillant. Il s'avance vers elle avec un sourire. « Madame de Beaumont, je suis Pierre Arnaud. Merci d'être venue en personne. Entrez, je vous en prie. » Le nom la frappe comme une gifle. Arnaud. Elle ne peut pas respirer pendant quelques secondes. Elle réussit à articuler « Arnaud !» comme « Oui, madame. Mon grand-père s'appelait Louis. Il a travaillé pour votre famille autrefois. Ma famille a eu son histoire avec cette terre. Mais aujourd'hui, nous sommes partenaires, plus métayers. » Claire le suit à l'intérieur, le cœur battant. La cuisine de son enfance a été transformée en bureau administratif. Il y a une grande table couverte de papier, un classeur métallique, un téléphone, un calendrier accroché au mur. Mais c'est toujours la même pièce, avec les mêmes poutres au plafond, le même carrelage ancien. Pierre lui offre un café, parle du contrat, des conditions de location, des investissements qu'il voudrait faire. Claire essaie de se concentrer, mais son regard parcourt la pièce, cherchant inconsciemment des traces du passé. Et puis elle la voit. Sur le buffet, dans un petit cadre simple en bois, une photographie en noir et blanc au bord jauni. Un garçon en vêtements de paysan tenant la main d'une jeune femme en robe de lin. La même image qu'elle garde au fond de son tiroir à la librairie. Le sang de Claire se glace. Elle ne peut plus entendre ce que Pierre est en train de dire. Elle fixe la photographie, incapable de détourner le regard. Pierre remarque son silence et suit son regard. Ah, cette vieille photo. Mon grand-père Louis la gardait comme un trésor. Il disait que c'était son frère Julien et la fille du patron. Il racontait qu'à cause de cette main tenue, la famille avait failli tout perdre. Personne ne savait vraiment si c'était une histoire exagérée ou la vérité. Il sourit avec une légère nostalgie et continue. Mon oncle Julien est décédé en mars dernier. Il m'a laissé cette ferme et cette photo. Il m'a dit de la garder, qu'elle servirait un jour à quelque chose. Je ne comprenais pas vraiment, mais je l'ai accrochée ici.
Claire sent ses jambes se dérober. Elle doit s'asseoir. Pierre, inquiet, approche rapidement une chaise. « Madame, vous vous sentez bien ?» Claire prend plusieurs respirations profondes. Puis, avec une voix qu'elle ne reconnaît pas, elle murmure. « Ce n'est pas une légende. Je suis la fille en robe de lin. » Le silence qui suit ces mots n'est pas dramatique comme dans un film. C'est un silence de gens qui sont en train d'assembler des pièces anciennes d'un puzzle qu'ils pensaient incomplet. Pierre reste debout, immobile, puis tire lentement une chaise pour lui aussi et s'assoit en face d'elle. « Vous êtes Claire de Beaumont, celle de la photo. » Claire hoche la tête, incapable de parler. Pierre se lève, prend le cadre du buffet et le pose délicatement sur la table entre eux. Il le regarde comme s'il le voyait pour la première fois. Mon père me racontait que Julien avait dû quitter ses terres en 1949, qu'il avait travaillé dans une usine pendant 3 ans, qu'il était revenu à la terre, mais qu'il n'avait plus jamais voulu remettre les pieds dans les champs des Beaumont. Par fierté, disait mon père, et par douleur. Il lève les yeux vers Claire. Il est mort sans jamais avoir raconté l'histoire complète. Dans ses derniers moments à l'hôpital, il a murmuré quelque chose. J'ai noté ses paroles exactes parce que je sentais qu'elles étaient importantes. Il a dit « Si elle demande un jour, dis-lui que je n'ai jamais regretté. Même pas un instant. » Les larmes coulent maintenant sur les joues de Claire. Elle ne cherche pas à les retenir. Elle ouvre son sac à main avec des mains tremblantes et en sort un mouchoir de lin. Plié à l'intérieur, se trouve une autre copie de la même photographie. Ma mère l'a gardée. Je l'ai trouvée après sa mort. Je ne l'ai jamais montrée à personne. Elle la pose sur la table, à côté du cadre de Pierre. Les 2 images, identiques, se font face. La même scène figée dans le temps. La même transgression, mais gardée par 2 familles différentes, pour 2 raisons différentes. L'une comme mémoire d'un désir interdit, l'autre comme preuve d'une injustice subie. Pierre regarde les 2 photographies et comprend soudain que ce qu'il pensait être une vieille histoire familiale est en réalité quelque chose de bien plus profond. Il demande doucement « Qu'est-ce qui s'est passé après ?» Claire raconte. Le pensionnat. Les années de silence, les refus de mariage, la librairie, la vie qu'elle s'est construite pour ne pas devenir ce que son père voulait qu'elle soit. Sa voix est calme maintenant, presque détachée, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. Pierre écoute sans interrompre. Puis il raconte à son tour les 2 mauvaises récoltes, la dette, l'expulsion, l'usine, la lente reconquête d'une terre et d'une dignité, la coopérative, les petites victoires, et finalement, la mort de Julien à 43 ans, trop jeune, le cœur usé par des années de combat. Quand ils ont fini de parler, un long silence s'installe. Ce n'est plus un silence gênant, mais un silence de reconnaissance mutuelle. 2 histoires qui se rejoignent enfin après 26 ans de séparation. Pierre pose alors la question que Claire redoute. « Cette photo vous a détruit, n'est-ce pas ?» Claire le regarde droit dans les yeux et répond avec une fermeté qu'elle ne s'attendait pas à trouver. « Non, cette photo nous a sauvés, parce que sans elle, je me serais mariée mal, j'aurais vécu mal, je serais morte mal. J'aurais été exactement ce que mon père voulait que je sois, une pièce dans un jeu social. Cette photo m'a donné le courage de refuser ce destin. Et Julien a vécu avec dignité, une terre à son nom, un respect gagné par son travail. C'est plus que mon père ne lui aurait jamais donné. » Pierre hoche la tête lentement. Puis il dit quelque chose qui surprend Claire. « Vous savez, nous louons vos terres depuis 1971. L'agence nous a proposé le contrat quand mon oncle cherchait à agrandir son exploitation. Il n'a jamais su que c'étaient les terres des Beaumont. S'il l'avait su. » Il s'arrête, ne sachant pas comment finir la phrase. Claire termine pour lui. Il aurait refusé. Par fierté, par douleur, exactement. Un autre silence. Puis Claire prend une décision. C'est une décision qu'elle n'avait pas prévue en venant ici. Une décision qui monte de quelque part au plus profond d'elle-même. Un endroit où se trouve encore la jeune femme de 18 ans qui avait eu le courage de tendre la main. « Pierre, j'ai 44 ans. Je n'ai pas d'enfant, pas d'héritier. Quand je mourrai, ces terres iront à l'État
ou seront vendus à des promoteurs. Mais je ne veux pas que ça se passe comme ça. Elle respire profondément et continue. Je propose quelque chose. Un contrat à long terme. 99 ans. Un loyer symbolique. Et plus que ça, une bourse d'études annuelle pour les jeunes de la région. Pour que les garçons en bottes pleines de terre puissent étudier l'agronomie, la comptabilité, tout ce dont ils ont besoin. Pour qu'aucun jeune ne se sente jamais inférieur à cause de son origine. Pierre la regarde, stupéfait. Pourquoi feriez-vous ça? Claire pose ses mains sur les deux photographies. Parce que Julien et moi n'avons pas pu rester ensemble. Mais cette main tenue en 1947 peut encore changer l'avenir de beaucoup de gens. Si nous ne pouvons pas changer le passé, nous pouvons au moins changer ce qui vient ensuite. Pierre sent une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce n'est pas de la pitié. Ce n'est pas de la charité. C'est quelque chose de plus grand. La reconnaissance que deux classes qui se sont affrontées pendant des siècles peuvent enfin négocier d'égal à égal. Comment voulez-vous appeler cette bourse? Le fonds Julien est clair. Discret. Sans fanfare. Juste un nom que personne ne comprendra vraiment, sauf nous. Pierre tend la main. Claire la prend. C'est un geste qui ressemble étrangement à celui de la photographie. Mais cette fois, c'est permis. Cette fois, c'est entre égaux. Au moment où leurs mains se serrent, Claire sent quelque chose se dénouer en elle. Ce n'est pas un soulagement total. Ce n'est pas un happy end de conte de fées. Mais c'est quelque chose de réel. La certitude que ce qui a été brisé en 1947 vient enfin de trouver une forme de réparation. Les mois qui suivent cette rencontre de septembre 1973 transforment silencieusement le paysage social de la petite commune du Val-de-Loire. Le notaire de Tours, qui rédige le nouveau contrat entre Claire de Beaumont et Pierre Arnaud, remarque quelque chose d'inhabituel dans les clauses. Ce n'est pas un simple bail agricole. C'est un document qui redéfinit les rapports entre propriétaires et exploitants, qui transforme la relation de domination en partenariat authentique. Les archives notariales conservent ce contrat, daté du 15 novembre 1973. Durée 99 ans. Loyer 1 franc symbolique par an. Clause spéciale. Création d'un fonds de bourse d'études annuelles d'un montant de 3 000 francs, destiné à financer les études d'au moins un jeune de la commune chaque année. Nom du fonds. Julien et Claire. Le notaire ne pose pas de questions. Il a vu suffisamment de choses étranges dans sa carrière pour savoir que derrière chaque clause inhabituelle se cache une histoire. En janvier 1974, le premier bénéficiaire du fonds Julien et Claire est annoncé. C'est un garçon de 16 ans, fils d'un petit éleveur de la région, qui rêve d'étudier l'agronomie mais dont la famille n'a pas les moyens de payer les frais d'internat et de scolarité. Les registres de l'école d'agriculture de Tours montrent qu'il obtient son diplôme 3 ans plus tard avec mention, retourne dans sa commune et aide son père à moderniser l'exploitation familiale. Ce n'est qu'un jeune homme. Mais c'est un début. Claire et Pierre ne font pas de publicité autour de ce fonds. Ils ne veulent pas de reconnaissance publique, pas de plaque commémorative, pas d'articles dans les journaux locaux. Le bouche à oreille suffit. Les familles commencent à savoir qu'il existe une possibilité d'aide pour les études, proposée discrètement par la propriétaire des terres et le président de la coopérative agricole. Chaque année, une petite cérémonie a lieu dans la cuisine transformée en bureau, celle-là même où Claire et Pierre se sont rencontrés. Les deux photographies sont toujours sur le buffet, maintenant encadrées ensemble, dans un double cadre que Pierre a fait fabriquer. Le jeune lauréat ou la jeune lauréate est invité à venir recevoir son attestation de bourse. Claire et Pierre ne racontent jamais l'histoire complète. Ils disent simplement « Ce fonds honore la mémoire de deux personnes qui croyaient que l'origine sociale ne devrait jamais être un obstacle à l'éducation. » Les jeunes hochent la tête poliment, ne comprenant pas vraiment la profondeur de ces mots. Mais des années plus tard, certains reviennent et demandent « Qui étaient vraiment Julien et Claire ?» Pierre sourit alors et répond « Des gens ordinaires qui ont eu le courage de défier un monde injuste. » En 1978, 5 ans après la création du fonds, Claire reçoit une lettre d'une jeune femme de 22 ans qu'elle ne connaît pas. La lettre dit ceci. « Madame, je suis la petite fille d'un voisin de votre famille.
Ma grand-mère m'a raconté une histoire qu'elle tenait de sa propre grand-mère. En 1947, lors d'une fête des moissons, une jeune femme en robe de lin avait osé tenir la main d'un garçon de ferme devant tout le village. Ma grand-mère disait que c'était le geste le plus courageux qu'elle avait jamais vu. Elle a ajouté que grâce à ce geste, elle avait eu le courage, 15 ans plus tard, de se marier avec un homme que sa famille trouvait trop pauvre. Ils ont été heureux ensemble pendant 30 ans, jusqu'à ce que mon grand-père décède l'année dernière. Je voulais que vous sachiez que votre courage a eu des répercussions que vous n'imaginiez probablement pas. Claire lit cette lettre 3 fois, puis la range dans le tiroir où elle garde la photographie. Elle n'y répond pas. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. La même année, Pierre Arnaud découvre quelque chose d'inattendu en classant de vieux papiers de son oncle Julien. C'est un carnet où Julien notait ses pensées pendant ses années à l'usine de Tours, entre 1951 et 1954. La plupart des pages parlent de techniques agricoles, de calculs de rendement, de projets pour le futur. Mais une page, datée du 14 juillet 1952, dit simplement « Aujourd'hui, 5 ans exactement après la photo. Je me demande si elle se souvient. Je me demande si elle a réussi à construire quelque chose de sa vie. J'espère qu'elle est heureuse, même si ce ne peut pas être avec moi. Le monde nous a séparés, mais il ne peut pas effacer ce moment où nous avons été égaux pendant 3 secondes. » Pierre montre cette page à Claire lors d'une de leurs réunions annuelles pour sélectionner le nouveau boursier. Elle la lit en silence, les larmes coulant doucement sur ses joues. Puis elle dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à voix haute. Je me suis souvenu. Chaque 14 juillet. Chaque année. Et je me suis demandé la même chose. Les années 1980 voient le nombre de boursiers augmenter progressivement. Le fonds initial a été complété par des dons anonymes de Claire et par une partie des bénéfices de la coopérative que Pierre dirige maintenant. Les registres montrent que 17 jeunes ont bénéficié de cette aide entre 1974 et 1985. Certains deviennent agriculteurs, d'autres comptables, instituteurs, infirmiers. Tous gardent un lien avec la région. Tous contribuaient à leur manière à transformer ce petit coin de France rurale. Un jour de 1983, une journaliste du journal régional entend parler du fonds Julien et Claire. Elle veut faire un article, interviewer les fondateurs, raconter cette belle histoire de philanthropie rurale. Pierre refuse poliment mais fermement. Certaines histoires doivent rester dans l'intimité de ceux qui les ont vécues. La journaliste insiste, mais les gens devraient savoir. C'est un exemple magnifique de solidarité. Pierre répond simplement, les gens qui en ont besoin savent. C'est suffisant. En 1988, Claire de Beaumont tombe malade. Un cancer diagnostiqué trop tard. Les médecins lui donnent quelques mois. Elle a 59 ans. Elle passe ses dernières semaines à mettre de l'ordre dans ses affaires. La librairie est léguée à son employée la plus ancienne. Les terres restent sous contrat avec Pierre. Le fonds de bourse est doté d'un capital suffisant pour continuer pendant au moins 50 ans après sa mort. Un après-midi d'octobre, Pierre lui rend visite à l'hôpital. Elle est faible, mais lucide. Il parle de choses simples. La météo, la prochaine récolte, le jeune boursier de cette année qui vient de réussir son examen d'entrée en école vétérinaire. Puis Claire demande « Pierre, est-ce que vous pensez que nous avons réussi? Est-ce que Julien serait fier de ce que nous avons fait ?» Pierre réfléchit longuement avant de répondre. Mon oncle m'a dit une fois que la vraie victoire n'est pas de vaincre ceux qui nous ont fait du mal, mais de créer un monde où ce genre de mal devient impossible. Je crois que oui, il serait fier. Et je crois que vous devriez être fier aussi. Claire sourit faiblement. Je ne regrette rien, même pas les années de solitude, parce que cette solitude m'a permis de devenir quelqu'un que je respecte. Claire de Beaumont décède le 3 novembre 1988. Les registres d'état civil mentionnent « célibataire, sans descendance directe ». Mais dans la petite commune du Val-de-Loire, les gens qui connaissent son histoire savent que ce n'est pas tout à fait exact. Elle laisse derrière elle un héritage bien plus important que des enfants biologiques. Elle a contribué à changer la trajectoire de dizaines de jeunes vies. Conformément à ses dernières volontés, elle est enterrée dans le petit cimetière de la commune, pas loin de l'ancienne propriété familiale. Sur sa tombe,
Une inscription simple. Claire de Beaumont, 1929-1988. Elle a osé. Le jour de l'enterrement, un homme âgé que personne ne connaît s'approche de Pierre. Il se présente comme un ancien collègue de Julien à l'usine de Tours dans les années 1950. Il dit « Je voulais vous dire quelque chose. Votre oncle parlait très peu. Mais une fois, un 14 juillet, après quelques verres, il m'a confié « J'ai aimé une fois dans ma vie. Ça n'a duré que quelques secondes, mais ça a suffi pour toute une existence. Je ne savais pas de quoi il parlait à l'époque. Maintenant je comprends. Le fonds Julien et Claire continue après la mort de Claire. Pierre Arnaud le gère jusqu'à sa propre retraite en 1998, puis le transmet à son fils. Les archives de la coopérative agricole montrent qu'entre 1974 et 2023, 92 jeunes ont bénéficié de cette bourse. 92 vies changées. 92 preuves qu'un geste de 3 secondes en 1947 a eu des répercussions pendant plus de 75 ans. Aujourd'hui, dans la cuisine qui sert toujours de bureau à la coopérative, le double cadre contenant les 2 photographies de 1947 est toujours accroché au mur. Les jeunes générations qui passent par là voient cette image en noir et blanc d'un garçon et d'une fille tenant leurs mains et ne comprennent pas vraiment pourquoi elle est là. Certains demandent. On leur raconte alors une version simplifiée de l'histoire. Une histoire d'amour impossible. Une histoire de courage. Une histoire de 2 personnes qui n'ont pas pu vivre ensemble, mais qui ont transformé leur séparation en quelque chose qui a aidé d'autres à ne pas vivre les mêmes injustices. La photographie elle-même reste là où elle a toujours été, dans un lieu privé, personnel, loin des musées et des expositions publiques. Ce n'est pas un objet historique à exposer. C'est un témoin vivant qui continue à accomplir sa mission. Parfois, lors des cérémonies de remise de bourse, le président actuel de la coopérative, petit-fils de Pierre, montre la photo aux nouveaux lauréats et leur dit « Ces 2 personnes n'ont pas pu changer leur époque, mais elles ont changé la suivante. Maintenant, à vous de faire pareil. » Et c'est ainsi que l'histoire continue. Pas comme une légende romantique, pas comme un monument figé dans le passé, mais comme une force vivante qui se transmet de génération en génération, prouvant qu'un seul acte de courage, même s'il ne dure que 3 secondes, peut résonner pendant près d'un siècle. Dans cette petite commune du Val-de-Loire, les enfants jouent maintenant dans les champs sans savoir qui était Julien Arnaud ni Claire de Beaumont. Ils ne connaissent pas l'histoire de la main tendue, de la photographie scandaleuse, de la séparation forcée. Mais ils vivent dans un monde légèrement différent, légèrement plus juste, grâce à 2 personnes qui ont refusé de laisser leur souffrance devenir stérile. Et quelque part, dans le tiroir d'une famille que personne ne connaît, se trouve peut-être le carnet de Julien avec cette phrase du 14 juillet 1952. Et dans une autre maison, peut-être, la lettre de cette jeune femme qui a remercié Claire pour son courage. Ce sont des traces minuscules, des preuves fragiles, mais elles existent. Et elles témoignent que même dans les histoires qui n'ont pas de fin heureuse classique, il peut y avoir quelque chose de plus profond qu'un simple happy end. Il peut y avoir de la dignité, de la transformation, et un héritage qui change silencieusement le monde. La photographie de 1947 n'est pas devenue célèbre. Elle n'a pas fait la couverture des magazines. Elle n'est pas dans un musée. Elle est exactement là où elle doit être, dans un endroit où elle continue à faire son travail, celui de rappeler aux vivants que chaque geste de courage compte, et que l'amour, même interdit, même impossible, peut trouver des chemins inattendus pour laisser sa marque sur le monde. Dans cette histoire fictionnelle, nous découvrons que le courage ne se mesure pas à la durée d'un geste, mais à la profondeur de ce qu'il transforme. Parfois, ce que 2 personnes ne peuvent pas changer dans leur époque, finit par changer silencieusement la génération suivante. Et peut-être que la vraie justice vient justement de ces traces minuscules que nous laissons derrière nous. Qu'est-ce que cette histoire vous a rappelé sur les barrières sociales que nous portons encore sans le savoir? Comment auriez-vous réagi à la place de Claire ou à celle de Julien? Selon vous, qu'est-ce qui demande le plus de force? Tenir une main ou accepter de la laisser partir pour créer un monde meilleur? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez le mot « héritage » dans les commentaires.
J'aimerais savoir qui est resté jusqu'à la fin. Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille, un souvenir de vos grands-parents ou arrière-grands-parents qui pourrait inspirer une prochaine narration. Merci de contribuer à faire vivre ces récits qui nous relient à notre humanité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de partager autour de vous. Et si vous voulez poursuivre ce voyage, cliquez sur les vidéos proposées à la fin. D'autres histoires vous attendent.